J'ai remarqué dans toute ma vie que le ciel a toujours choisi pour me frapper de ses plus rudes châtiments le temps où ma fortune me semblait la mieux établie. Je me croyais si heureux avec l'amitié de Monsieur de T et la tendresse de Manon qu'on aurait pu me faire comprendre que j'eusse à craindre quelque nouveau malheur. Cependant, il s'en préparait un si funeste qu'il m'a réduit à l'état où vous m'avez vu à Passy, et par degrés à des extrémités si déplorables que vous aurez peine à croire mon récit fidèle. Un jour que nous avions Monsieur de T à souper, nous entendîmes le bruit d'un carrosse qui s'arrêtait à la porte de l'hôtellerie. La curiosité nous fit désirer de savoir qui pouvait arriver à cette heure. On nous dit que c'était le jeune G.M., c'est-à-dire le fils de notre plus cruel ennemi, de ce vieux débauché qui m'avait mis à Saint-Lazare et Manon à l'hôpital. Son nom me fit monter la rougeur au visage. « C'est le ciel qui me l'amène, » dis-je à Monsieur de T, « pour le punir de la lâcheté de son père. Il ne m'échappera pas que nous n'ayons mesuré nos épées. » Monsieur de T, qui le connaissait et qui était même de ses meilleurs amis, s'efforça de me faire prendre d'autres sentiments pour lui. Il m'assura que c'était un jeune homme très aimable et si peu capable d'avoir eu part à l'action de son père que je ne le verrais pas moi-même un moment sans lui accorder mon estime et sans désirer la sienne. Après avoir ajouté 1000 choses à son avantage, il me pria de consentir qu'il allât lui proposer de venir prendre place avec nous et de s'accommoder du reste de notre souper. Il prévint l'objection du péril où s'était exposé Manon que de découvrir sa demeure au fils de notre ennemi, en protestant sur son honneur et sur sa foi que, lorsqu'il nous connaîtrait, nous n'aurions point de plus zélés défenseurs. Je ne fis difficulté de rien après de telles assurances. Monsieur de T ne nous l'amena point sans avoir pris un moment pour l'informer qui nous étions. Il entra d'un air qui nous prévint effectivement en sa faveur. Il m'embrassa. Nous nous assîmes. Il admira Manon. Moi, tout ce qui nous appartenait, et il mangea d'un appétit qui fit honneur à notre souper. Lorsqu'on eut desservi, la conversation devint plus sérieuse. Il baissa les yeux pour nous parler de l'excès où son père s'était porté contre nous. Il nous fit les excuses les plus soumises. « Je les abrège, nous dit-il, pour ne pas renouveler un souvenir qui me cause trop de honte. » Si elles étaient sincères dès le commencement, elles le devinrent bien plus dans la suite, car il n'eut pas passé une demi-heure dans cet entretien que je m'aperçus de l'impression que les charmes de Manon faisaient sur lui. Ses regards et ses manières s'attendrirent par degrés. Il ne laissa rien échapper néanmoins dans ses discours. Mais, sans être aidé de la jalousie, j'avais trop d'expérience en amour pour ne pas discerner ce qui venait de cette source. Il nous tint compagnie pendant une partie de la nuit. Il ne nous quitta qu'après s'être félicité de notre connaissance et nous avoir demandé la permission de venir nous renouveler quelquefois l'offre de ses services. Il partit le lendemain avec Monsieur de T, qui se mit avec lui dans son carrosse. Je ne me sentais, comme j'ai dit, aucun penchant à la jalousie. J'avais plus de crédulité que jamais pour les serments de Manon. Cette charmante créature était si absolument maîtresse de mon âme que je n'avais pas un seul petit sentiment qui ne fût de l'estime et de l'amour. Loin de lui faire un crime d'avoir plu au jeune G.M., j'étais ravie de l'effet de ses charmes, et je m'applaudissais d'être aimée d'une fille que tout le monde trouvait aimable. Je ne jugeais pas même à propos de lui communiquer mes soupçons. Nous fûmes occupés, pendant quelques jours, du soin de faire ajuster ses habits, et à délibérer si nous pouvions aller à la comédie sans appréhender d'être reconnus. Monsieur de T revint nous voir avant la fin de la semaine. Nous le consultâmes là-dessus. Il vit bien qu'il fallait dire oui pour faire plaisir à Manon. Nous résolûmes d'y aller le même soir avec lui. Cependant, cette résolution ne put s'exécuter, car m'ayant tiré aussitôt en particulier, « Je suis, me dit-il, dans le dernier embarras depuis que je vous ai vu. La visite que je vous fais aujourd'hui en est une suite. G.M. aime votre maîtresse. Il m'en a fait confidence. Je suis son intime ami et disposé en tout à le servir. Mais je ne suis pas moins le vôtre. J'ai considéré que ses intentions sont injustes, et je les ai condamnées. J'aurais gardé son secret s'il n'avait dessein d'employer pour plaire que les voies communes, mais il est bien informé de l'humeur de Manon. Il a su, je ne sais d'où, qu'elle aime l'abondance et les plaisirs,
et comme il jouit déjà d'un bien considérable, il m'a déclaré qu'il veut la tenter d'abord par un très gros présent et par l'offre de 10 000 livres de pension. Toutes choses égales, j'aurais peut-être eu beaucoup plus de violence à me faire pour le trahir, mais la justice s'est jointe en votre faveur à l'amitié. D'autant plus qu'ayant été la cause imprudente de sa passion en l'introduisant ici, je suis obligée de prévenir les effets du mal que j'ai causé. Je remerciai M. de T d'un service de cette importance, et je lui avouai avec un parfait retour de confiance que le caractère de Manon était tel que G.M. se le figurait, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait supporter le nom de pauvreté. Cependant, lui dis-je, lorsqu'il n'est question que du plus ou du moins, je ne la crois pas capable de m'abandonner pour un autre. Je suis en état de ne la laisser manquer de rien, et je compte que ma fortune va croître de jour en jour. Je ne crains qu'une chose, ajoutai-je, c'est que G.M. ne se serve de la connaissance qu'il a de notre demeure pour nous rendre quelque mauvais office. M. de T m'assura que je devais être sans appréhension de ce côté-là, que G.M. était capable d'une folie amoureuse, mais qu'il ne l'était point d'une bassesse, que s'il avait la lâcheté d'en commettre une, il serait le premier, lui qui parlait, à l'en punir, et à réparer par là le malheur qu'il avait eu d'y donner l'occasion. « Je vous suis obligé de ce sentiment, repris-je, mais le mal sera fait, et le remède fort incertain. Ainsi, le parti le plus sage est de le prévenir en quittant Chaillot pour prendre une autre demeure. »« Oui, reprit M. de T, mais vous aurez peine à le faire aussi promptement qu'il faudrait, car G.M. doit être ici à midi. Il me le dit hier, et c'est ce qui m'a porté à venir si matin, pour vous informer de ses vues. Il peut arriver à tout moment. » Un avis si pressant me fit regarder cette affaire d'un œil plus sérieux. Comme il me semblait impossible d'éviter la visite de G.M., et qu'il me le serait aussi, sans doute, d'empêcher qu'il ne s'ouvrît à Manon, je pris le parti de la prévenir moi-même sur le dessein de ce nouveau rival. Je m'imaginais que, me sachant instruit des propositions qu'il ferait, et les recevant à mes yeux, elle aurait assez de force pour les rejeter. Je découvris ma pensée à M. de T, qui me répondit que cela était extrêmement délicat. « Je l'avoue, lui dis-je. Mais toutes les raisons qu'on peut avoir d'être sûr d'une maîtresse, je les ai de compter sur l'affection de la mienne. Il n'y aurait que la grandeur des offres qui pût l'éblouir. Et je vous ai dit qu'elle ne connaît point l'intérêt. Elle aime ses aises, mais elle m'aime aussi. Et dans la situation où sont mes affaires, je ne saurais croire qu'elle me préfère le fils d'un homme qui l'a mise à l'hôpital. » En un mot, je persistais dans mon dessein. Et m'étant retiré à l'écart avec Manon, je lui déclarai naturellement tout ce que je venais d'apprendre. Elle me remercia de la bonne opinion que j'avais d'elle, et elle me promit de recevoir les offres de G.M. d'une manière qui lui ôterait l'envie de les renouveler. « Non, lui dis-je, il ne faut pas l'irriter par une brusquerie, il peut nous nuire. »« Mais tu sais assez, toi, friponne, » ajoutai-je en riant, « comment te défaire d'un amant désagréable ou incommode. » Elle reprit après avoir un peu rêvé. « Il me vient un dessein admirable, » s'écria-t-elle, « et je suis toute glorieuse de l'invention. G.M. est le fils de notre plus cruel ennemi. Il faut nous venger du père, non pas sur le fils, mais sur sa bourse. Je veux l'écouter, accepter ses présents et me moquer de lui. Le projet est joli, lui dis-je, mais tu ne songes pas, ma pauvre enfant, que c'est le chemin qui nous a conduit droit à l'hôpital. J'eus beau lui représenter le péril de cette entreprise, elle me dit qu'il ne s'agissait que de bien prendre nos mesures, et elle répondit à toutes mes objections. Donnez-moi un amant qui n'entre point aveuglément dans tous les caprices d'une maîtresse adorée, et je conviendrai que j'eus tort de céder si facilement. La résolution fut prise de faire une dupe de G.M., et, par un tour bizarre de mon sort, il arriva que je devins la sienne. Nous vîmes paraître son carrosse vers les 11 heures. Il nous fit des compliments fort recherchés sur la liberté qu'il prenait de venir dîner avec nous. Il ne fut pas surpris de trouver M. de T, qui lui avait promis la veille de s'y rendre aussi, et qui avait feint quelques affaires pour se dispenser de venir dans la même voiture. Quoiqu'il n'y eût pas un seul de nous qui ne portât la trahison dans le cœur, nous nous mîmes à table avec un air de confiance et d'amitié. G.M. trouva aisément l'occasion de déclarer ses sentiments à Manon. Je ne dus pas lui paraître gênant
car je m'absentais exprès, pendant quelques minutes. Je m'aperçus, à mon retour, qu'on ne l'avait pas désespéré par un excès de rigueur. Il était de la meilleure humeur du monde. J'affectais de le paraître aussi. Il riait intérieurement de ma simplicité et moi de la sienne. Pendant tout l'après-midi, nous fûmes l'un pour l'autre une scène fort agréable. Je lui ménageai encore, avant son départ, un moment d'entretien particulier avec Manon, de sorte qu'il eut lieu de s'applaudir de ma complaisance autant que de la bonne chère. Aussitôt qu'il fut monté en carrosse avec M. de T., Manon accourut à moi les bras ouverts et m'embrassa en éclatant de rire. Elle me répéta ses discours et ses propositions sans y changer un mot. Il se réduisait à ceci, il l'adorait, il voulait partager avec elle 40 000 livres de rente dont il jouissait déjà, sans compter ce qui l'attendait après la mort de son père. Elle allait être maîtresse de son cœur et de sa fortune. Et pour gage de ses bienfaits, il était prêt à lui donner un carrosse, un hôtel meublé, une femme de chambre, 3 laquais et un cuisinier. Voilà un fils, dis-je à Manon, bien autrement généreux que son père. Parlons de bonne foi, ajoutai-je. Cette offre ne vous tente-t-elle point? Moi, répondit-elle, en ajustant à ses pensées 2 vers de Racine. Moi, vous me soupçonnez de cette perfidie? Moi, je pourrais souffrir un visage odieux qui rappelle toujours l'hôpital à mes yeux? Non, repris-je en continuant la parodie. J'aurais peine à penser que l'hôpital, madame, fût un trait dont l'amour l'eût gravé dans votre âme. Mais c'en est un bien séduisant qu'un hôtel meublé avec un carrosse et 3 laquais. Et l'amour, on a peu d'aussi fort. Elle me protesta que son cœur était à moi pour toujours, et qu'il ne recevrait jamais d'autres traits que les miens. Les promesses qu'il m'a faites, me dit-elle, sont un aiguillon de vengeance plutôt qu'un trait d'amour. Je lui demandai si elle était dans le dessein d'accepter l'hôtel et le carrosse. Elle me répondit qu'elle n'en voulait qu'à son argent. La difficulté était d'obtenir l'un sans l'autre. Nous résolûmes d'attendre l'entière explication du projet de G.M. dans une lettre qu'il avait promis de lui écrire. Elle la reçut en effet le lendemain, par un laquais sans livrer, qui se procura fort adroitement l'occasion de lui parler sans témoin. Elle lui dit d'attendre sa réponse, et elle vint m'apporter aussitôt sa lettre. Nous l'ouvrîmes ensemble. Outre les lieux communs de tendresse, elle contenait les détails des promesses de mon rival. Il ne bornait point sa dépense. Il s'engageait à lui compter 10 000 francs en prenant possession de l'hôtel, et à réparer tellement les diminutions de cette somme qu'elle l'eut toujours devant elle en argent comptant. Le jour de l'inauguration n'était pas reculé trop loin. Il ne lui en demandait que 2 pour les préparatifs, et il lui marquait le nom de la rue et de l'hôtel, où il lui promettait de l'attendre l'après-midi du second jour, si elle pouvait se dérober de mes mains. C'était l'unique point sur lequel il la conjurait de le tirer d'inquiétude. Il paraissait sûr de tout le reste. Mais il ajoutait que si elle prévoyait de la difficulté à m'échapper, il trouverait le moyen de rendre sa fuite aisée. G.M. était plus fin que son père. Il voulait tenir sa proie avant que de compter ses espèces. Nous délibérâmes sur la conduite que Manon avait à tenir. Je fis encore des efforts pour lui ôter cette entreprise de la tête, et je lui en représentai tous les dangers. Rien ne fut capable d'ébranler sa résolution. Elle fit une courte réponse à G.M. pour l'assurer qu'elle ne trouverait pas de difficulté à se rendre à Paris le jour marqué, et qu'il pouvait l'attendre avec certitude. Nous réglâmes ensuite que je partirais sur le champ pour aller louer un nouveau logement dans quelque village, de l'autre côté de Paris, et que je transporterais avec moi notre petit équipage. Que le lendemain après-midi, qui était le temps de son assignation, elle se rendrait de bonne heure à Paris, après avoir reçu les présents de G.M. Elle le prierait instamment de la conduire à la Comédie, qu'elle prendrait avec elle tout ce qu'elle pourrait porter de la somme, et qu'elle chargerait du reste mon valet, qu'elle voulait mener avec elle. C'était toujours le même qui l'avait délivré de l'hôpital, et qui nous était infiniment attaché. Je devais me trouver, avec un fiacre, à l'entrée de la rue Saint-André-des-Arcs, et l'y laisser vers les 7 heures, pour m'avancer dans l'obscurité à la porte de la Comédie. Manon me promettait d'inventer des prétextes pour sortir un instant de sa loge et de l'employer à descendre pour me rejoindre. L'exécution du reste était facile.
Nous aurions regagné mon fiacre en un moment, et nous serions sortis de Paris par le faubourg Saint-Antoine, qui était le chemin de notre nouvelle demeure. Ce dessein, tout extravagant qu'il était, nous parut assez bien arrangé. Mais il y avait, dans le fond, une folle imprudence à s'imaginer que, quand il eût réussi le plus heureusement du monde, nous eussions jamais pu nous mettre à couvert des suites. Cependant, nous nous exposâmes avec la plus téméraire confiance. Manon partit avec Marcel, c'est ainsi que se nommait notre valet. Je la vis partir avec douleur. Je lui dis en l'embrassant : « Manon, ne me trompez point. Me serez-vous fidèle ?» Elle se plaignit tendrement de ma défiance et elle me renouvela tous ses serments. Son compte était d'arriver à Paris sur les 3 heures. Je partis après elle. J'allais me morfondre le reste de l'après-midi dans le café de Ferré, au pont Saint-Michel. J'y demeurai jusqu'à la nuit. J'en sortis alors pour prendre un fiacre que je postais, suivant notre projet, à l'entrée de la rue Saint-André-des-Arcs. Ensuite, je gagnai à pied la porte de la Comédie. Je fus surpris de n'y pas trouver Marcel, qui devait être là à m'attendre. Je pris patience pendant 1 heure, confondu dans une foule de laquais, et l'œil ouvert sur tous les passants. Enfin, 7 heures étant sonnées, sans que j'eusse rien aperçu qui eût rapport à nos desseins, je pris un billet de parterre, pour aller voir si je découvrais Manon et G.M. dans les loges. Il n'y était ni l'un ni l'autre. Je retournai à la porte où je passai encore un quart d'heure, transporté d'impatience et d'inquiétude. N'ayant rien vu paraître, je rejoignis mon fiacre, sans pouvoir m'arrêter à la moindre résolution. Le cocher, m'ayant aperçu, vint quelques pas au-devant de moi pour me dire, d'un air mystérieux, qu'une jolie demoiselle m'attendait depuis 1 heure dans le carrosse, qu'elle m'avait demandé, à des signes qu'il avait bien reconnus, et qu'ayant appris que je devais revenir, elle avait dit qu'elle ne s'impatienterait point à m'attendre. Je me figurais aussitôt que c'était Manon. J'approchai. Mais je vis un joli petit visage qui n'était pas le sien. C'était une étrangère, qui me demanda d'abord si elle n'avait pas l'honneur de parler à monsieur le chevalier des Grieux. Je lui dis que c'était mon nom. « J'ai une lettre à vous rendre, » reprit-elle, « qui vous instruira du sujet qui m'amène, et par quel rapport j'ai l'avantage de connaître votre nom. » Je la priai de me donner le temps de la lire dans un cabaret voisin. Elle voulut me suivre, et elle me conseilla de demander une chambre à part. « De qui vient cette lettre ?» lui dis-je en montant. Elle me remit à la lecture. Je reconnus la main de Manon. Voici à peu près ce qu'elle me marquait. G.M. l'avait reçue avec une politesse et une magnificence au-delà de toutes ses idées. Il l'avait comblée de présents, il lui faisait envisager un sort de reine. Elle m'assurait néanmoins qu'elle ne m'oubliait pas dans cette nouvelle splendeur, mais que, n'ayant pu faire consentir G.M. à la mener ce soir à la Comédie, elle remettait un autre jour le plaisir de me voir, et que, pour me consoler un peu de la peine qu'elle prévoyait que cette nouvelle pouvait me causer, elle avait trouvé le moyen de me procurer une des plus jolies filles de Paris, qui serait la porteuse de son billet. Signé, votre fidèle amante, Manon Lescaut. Il y avait quelque chose de si cruel et de si insultant pour moi dans cette lettre, que, demeurant suspendu quelque temps entre la colère et la douleur, j'entrepris de faire un effort pour oublier éternellement mon ingrate et parjure maîtresse. Je jetai les yeux sur la fille qui était devant moi. Elle était extrêmement jolie, et j'aurais souhaité qu'elle l'eût été assez pour me rendre parjure et infidèle à mon tour. Jamais. Mais je n'y trouvais point ces yeux fins et languissants, ce port divin, ce teint de la composition de l'amour, enfin, ce fond inépuisable des charmes que la nature avait prodigué à la perfide Manon. Non, non, lui dis-je en cessant de la regarder. L'ingrate qui vous envoie savait fort bien qu'elle vous faisait faire une démarche inutile. Retournez à elle, et dites-lui de ma part qu'elle jouisse de son crime, et qu'elle en jouisse, s'il se peut, sans remords. Je l'abandonne sans retour, et je renonce en même temps à toutes les femmes, qui ne sauraient être aussi aimables qu'elle, et qui sont sans doute aussi lâches, et d'aussi mauvaise foi. Je fus alors sur le point de descendre et de me retirer, sans prétendre davantage à Manon. Et la jalousie mortelle qui me déchirait le cœur, se déguisant en une morne et sombre tranquillité, je me crus d'autant plus proche de ma guérison que je ne sentais nul de ces mouvements violents
dont j'avais été agitée dans les mêmes occasions. Hélas, j'étais la dupe de l'amour autant que je croyais l'être de G.M. et de Manon. Cette fille qui m'avait apporté la lettre, me voyant prêt à descendre l'escalier, me demanda ce que je voulais donc qu'elle rapporta à M. de G.M. et à la dame qui était avec lui. Je rentrai dans la chambre à cette question, et par un changement incroyable à ceux qui n'ont jamais senti de passion violente, je me trouvai tout d'un coup, de la tranquillité où je croyais être, dans un transport terrible de fureur. « Va !» lui dis-je. « Rapporte au traître G.M. et à sa perfide maîtresse le désespoir où ta maudite lettre m'a jeté. Mais apprends-leur qu'ils n'en riront pas longtemps et que je les poignarderai tous deux de ma propre main. » Je me jetai sur une chaise. Mon chapeau tomba d'un côté et ma canne de l'autre. 2 ruisseaux de larmes amères commencèrent à couler de mes yeux. L'accès de rage que je venais de sentir se changea dans une profonde douleur. Je ne fis plus que pleurer, en poussant des gémissements et des soupirs. « Approche, mon enfant, approche !» m'écriai-je en parlant à la jeune fille. « Approche, puisque c'est toi qu'on envoie pour me consoler. Dis-moi si tu sais des consolations contre la rage et le désespoir, contre l'envie de se donner la mort à soi-même, après avoir tué 2 perfides qui ne méritent pas de vivre. Oui, approche !» continuai-je en voyant qu'elle faisait vers moi quelques pas timides et incertains. « Viens essuyer mes larmes. Viens rendre la paix à mon cœur. Viens me dire si tu m'aimes, afin que je m'accoutume à l'être d'une autre que de mon infidèle. Tu es jolie. Je pourrais peut-être t'aimer à mon tour. » Cette pauvre enfant, qui n'avait pas 16 ou 17 ans et qui paraissait avoir plus de pudeur que ses pareils, était extraordinairement surprise d'une si étrange scène. Elle s'approcha néanmoins pour me faire quelques caresses, mais je l'écartai aussitôt en la repoussant de mes mains. « Que veux-tu de moi ?» lui dis-je. « Ah, tu es une femme, tu es d'un sexe que je déteste et que je ne puis plus souffrir. La douceur de ton visage me menace encore de quelque trahison. Va-t'en et laisse-moi seule ici. » Elle me fit une révérence sans oser rien dire, et elle se tourna pour sortir. Je lui criai de s'arrêter. « Mais apprends-moi du moins, » repris-je. « Pourquoi ? Comment ? À quel dessein tu as été envoyé ici ? Comment as-tu découvert mon nom et le lieu où tu pouvais me trouver ?» Elle me dit qu'elle connaissait de longue main M. G. de M, qu'il l'avait envoyé chercher à 5 heures, et qu'ayant suivi le laquais qui l'avait averti, elle était allée dans une grande maison, où elle l'avait trouvé qui jouait au piquet avec une jolie dame, et qu'ils l'avaient chargé tous deux de me rendre la lettre qu'elle avait apportée. Après lui avoir appris qu'elle me trouverait dans un carrosse au bout de la rue Saint-André, je lui demandai s'il ne lui avait rien dit de plus. Elle me répondit en rougissant qu'il ne lui avait fait espérer que je la prendrais pour me tenir compagnie. « On t'a trompée, » lui dis-je. « Ma pauvre fille, on t'a trompée. Tu es une femme. Il faut un homme, mais il t'en faut un qui soit riche et heureux, et ce n'est pas ici que tu peux le trouver. Retourne à Monsieur de G.M. Il a tout ce qu'il faut pour être aimé des belles. Il a des hôtels meublés, des équipages à donner. Pour moi, qui n'ai que de l'amour et de la constance à offrir, les femmes méprisent ma misère et font leur jouet de ma simplicité. » J'ajoutais 1000 choses, ou tristes ou violentes, suivant que les passions qui m'agitaient tour à tour cédaient ou emportaient le dessus. Cependant, à force de me tourmenter, mes transports diminuèrent assez pour faire place à quelques réflexions. Je comparais cette dernière infortune à celle que j'avais déjà essuyée dans le même genre, et je ne trouvais pas qu'il y eût plus à désespérer que dans les premières. Je connaissais Manon. Pourquoi m'affliger tant d'un malheur que j'avais dû prévoir ? Pourquoi ne pas m'employer plus tôt à chercher du remède ? Il était encore temps. Je devais, du moins, n'y pas épargner mes soins, si je voulais avoir à me reprocher d'avoir contribué par ma négligence à mes propres peines. Je mis là-dessus à considérer tous les moyens qui pouvaient m'ouvrir un chemin à l'espérance.